finalement, vous réfléchissez comment à la question ou aux questions au pluriel relatives à ce terme de radicalisation, qu'est-ce que vous en faites d'une certaine façon, et puis par rapport aux objectifs qui sont les vôtres, quelles sont justement les pistes de réflexion, les pistes de travail, voire les actions que vous pourriez nous proposer comme étant celles que vous menez de la place où vous êtes. Voilà, vous voyez, de façon très très simple. Donc je pense que je vais commencer à donner la parole à Julia Tardif, puisque je pars malheureusement à 11h. Voilà. Alors, excusez-moi, Julia, Sophie, il y a combien de temps pour la table ronde? Il y a donc... disons qu'il faut garder 1 heure d'atelier, donc on peut aller jusqu'à 1h moins quart pour les ateliers, donc minimum quart. Donc ça fait une heure, une petite heure. Oui, sachant qu'il y a une petite pause à faire, donc une petite, 45-50 minutes. D'accord. Je vais vous aider à garder le temps. Okay. Voilà. Oui, on avait dit 10 minutes à peu près d'intervention. D'accord. Donc voilà, du coup, je ne participerai pas aux questions, mais je pense que voilà, je ne peux pas raccourcir mon temps non plus. Je vous invite à éventuellement, les questions qui me concernent, les envoyer à Sophie. Et puis j'y répondrai dans le compte-rendu, en fait, parce que je pense que voilà, ça me semble la meilleure des solutions vu nos contraintes respectives. Donc je viens d'arriver, moi, Julien Tardif, référent laïcité et citoyenneté, sur le poste à la PJJ, donc protection judiciaire de la jeunesse. Je viens d'arriver le 2 janvier. Le poste n'a pas été occupé depuis septembre. Voilà, il y avait une personne détachée du conseil départemental qui était la première à occuper le poste, Madame Blanc-Tailleur, et qui venait d'ailleurs des questions de discrimination, puisque son poste a vraiment été chargé des questions de discrimination au département. Voilà, donc vous voyez, il y a une forme de continuité par rapport à ce qu'on disait ce matin, en tout cas dans le recrutement du premier profil RLC, référent laïcité citoyenneté. Sachant qu'il est très important dans notre institution PJJ, et j'en discutais pas plus tard qu'au téléphone pour la préparation de notre journée interne RLC Grand Sud du 4 juillet avec un psychiatre qui travaille auprès de la PJJ, Pierre Bengozi, qui est déjà intervenu ici le 1er et 2 février lors du colloque organisé avec M. Yayaoui à Grenoble, à la Maison des Associations, sur les questions des violences radicales dans la jeunesse. Et il y a eu justement un débat entre les deux chercheurs, et débat pour lequel moi je prends en permanence les choses, je veux dire, de ma place de double casquette, neutralité en tant qu'agent de l'État, mais pas neutralité en tant, entre guillemets, neutralité axiologique au sens de Max Weber en tant que chercheur, puisque j'ai d'autres casquettes, je suis sociologue et je suis chargé de mission à l'ONU en tant que bénévole sur justement le dialogue entre les métiers de la sécurité et la protection de l'enfance pour tout l'espace méditerranéen où je coordonne ce débat entre psychiatres, avocats, sciences sociales, etc., etc. Donc je suis pris sur ces 2 casquettes. Là, je reste sur la casquette et d'ailleurs, je voudrais remercier Madame Amadache pour l'ensemble des informations de ce matin qui pour moi ont été très précieuses sur voilà, ce débat-là, et même à l'ONU, à Rome, on n'a pas ce genre d'informations. En tout cas, je me permettrai de reprendre lien avec vous sur ces questions-là. Donc, je reste sur PJJ. Monsieur Bengozi nous faisait dire que les RLC, les référents laïcité citoyenneté à la PJJ, les profils sont divers. On a des gens qui viennent des RH, on a des gens qui viennent des sciences sociales quand on est en recrutement externe. Quand on est en recrutement interne, on a des gens qui ont été éducateurs ou des gens qui ont été, on va dire, responsables d'unité éducative. Voilà. Donc les profils sont différents, les manières d'approcher le poste sont évidemment complètement différentes. Pour ma part, ce qui a été clair, c'était qu'il y avait cette expérience où il y a eu 4 mois là d'arrêt, parce que très clairement, les équipes ne voyaient pas l'intérêt d'un RLC par rapport à la première expérience, si le RLC pour eux était vécu comme quelqu'un qui était en lien avec les services de renseignement, l'IRT, et qui est là pour dire justement, panique morale, il faut traiter la question de la radicalisation, alors que nous, en tant qu'éducateurs, on ne voit rien. En Isère, on ne voit rien, on n'a rien, on a juste de la radicalisation cultuelle
comme dirait Rachid Benzine, avec lequel on travaille, et qui a fait la pièce Lettre à Nour, je pense que ça parle à tout le monde, et que nous avons invité la semaine dernière pour l'ensemble à l'initiative de la PJJ Rhône-Alpes-Auvergne, donc direction centre-est, on l'a fait intervenir Clermont-Ferrand, Lyon et Valence, et il était intervenu à l'invitation d'Alter Ego, proche donc, de la régie de quartier en tant que partenaire, à Pont-de-Clay, ici, le 25 avril. Rachid Benzine disait à très juste titre dans chaque débat, j'en ai assisté à 3, aujourd'hui on est dans la confusion totale et pas forcément toujours du côté des jeunes, mais plus encore parfois du côté des praticiens sur le vestimentaire, la tension entre le religieux et la radicalisation culturelle, salafiste jusqu'au radicalisme terroriste, entre qu'est-ce qui est l'essentiel et qu'est-ce qui est l'inverse de l'essentiel, je perds le contingent, le superficiel. Et Rachid disait l'expression, bon, bah, l'essentiel ça devient le vestimentaire et l'alimentaire. Bon, ben moi je voulais vous parler, je vous avais décrit cette question de l'action qu'on avait mis en place sur le halal à Coran, où je vais dans quelques minutes, puisque notre réunion entre cadres a déjà commencé depuis 9h et se tient là-bas. Et donc voilà. Bon, ben, quand moi j'arrive, panique morale à bord, je prends mon poste, panique morale au foyer, tout le monde est paniqué sur le halal, il n'y a plus de halal, il n'y a plus de nourriture halal. Qu'est-ce que j'en fais? Moi, qu'est-ce que j'en fais en tant que RLC? Panique morale autour du halal. C'est quoi? C'est de la radicalisation, c'est du fait religieux, c'est de l'identitaire. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Alors, moi, ce que j'en sais, c'est que je suis sociologue, avant d'arriver, hein, j'ai travaillé avec Unimed, devenue Artemis, donc une des grosses structures, d'abord locale, niçoise, maintenant nationale, qui a remporté le marché du CIPDR sur la prévention de la radicalisation. Et j'ai travaillé au sein d'Unimed en 2016, en lien avec la RLC de l'époque ici, donc vous voyez, c'est très compliqué tout ça. J'ai travaillé avec une collègue spécialiste d'anthropologie alimentaire. Bon ben voilà, mes premiers réflexes sont, je l'appelle au secours. Hein, panique morale, moi aussi je panique. Je panique pour ne pas faire paniquer mon institution. Et tout en sachant bien qu'il ne faut pas paniquer, et que moi je ne panique pas. Bon, j'essaye de rassurer tout le monde. Et en fait, les jeunes, ils sont dans la colère, ils ne sont pas dans la panique. C'est nous qui sommes dans la panique. Les jeunes sont dans la colère. Pourquoi on ne mange pas halal? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas manger halal ici? Bon, ben voilà, donc j'interroge ce différence par rapport aux émotions. L'anthropologue, je l'appelle, elle me dit, mais Julien, tu as complètement raison. On n'est même pas dans le cultuel, on est dans l'identitaire. Voilà, donc des éléments très intéressants. Ma direction me dit, bon, comment on va aborder le problème? Je prends la question, comment distinguer les choses, comment on met du rationnel là-dedans? Ben, nous, du rationnel sur le plan réglementaire, qu'est-ce qu'on fait? On a la note neutralité des agents. Et ben, ça a été le moyen d'entrée. Ma direction m'a dit, Julien, tu n'y vas pas dans le halal sans présenter d'abord la note neutralité aux agents. Et ouf, ma chef m'a sauvé. Elle m'a donné la solution. Alors je présente la note neutralité. La neutralité des agents, c'est pas l'indifférence aux faits cultuels, c'est pas l'indifférence face aux faits culturels, c'est pas l'indifférence face aux questions d'appartenance. Et ça pose la question des minorités. Mais ça, je l'ai compris en ayant présenté la note neutralité à tous mes services, milieu ouvert, foyer et quartier mineur de Vars. Parce que tous les éducs me renvoyaient, soit je suis vécu comme minoritaire en tant que femme, en tant qu'homosexuelle, j'en ai une, hein, qui s'est clairement dit en équipe, elle ne l'a pas dit ouvertement, mais elle l'a fait comprendre, tout le monde le sait, elle est homosexuelle et elle en fait quelque chose au niveau de l'équipe. Voilà. Mais je veux dire, bon, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et où je suis minoritaire, maghrébin ou musulman, etc., qu'est-ce que j'en fais? Moi, je renvoie, vous ne pouvez pas travailler avec l'intime dans la relation éducative. Vous devez monter en compétence et faire passer votre côté minoritaire assigné ou revendiqué comme une compétence à partir, par exemple, du nombre de réseaux que vous mobilisez, que vous connaissez sur les questions
d'orientation sexuelle, sur les questions de santé sexuelle, sur les questions de réseau autour des minorités ethniques, sur les questions des mineurs non accompagnés, etc. Donc c'est comme ça que je réponds, moi, en tant que RLC. Vous faites de votre minorité quelque chose de l'ordre d'une montée en compétences et d'une capacité à être support à la fois pour le jeune et pour vos équipes sur ces thématiques-là. Voilà. Je m'en suis sorti comme ça. Par contre, je me suis fait taper sur les doigts par tous mes collègues RLC en disant mais c'est quoi cette histoire de minoritaire-majoritaire? Et j'avais l'impression d'être envoyé par mes collègues RLC comme étant en rupture de neutralité en imposant ma casquette de sociologue en tant qu'RLC à la PJJ. Je vous le jure, je l'ai vécu comme ça. Et heureusement que la formatrice interne de la PJJ intervenait derrière moi pour me soutenir en disant non, Julien a raison. Moi, en tant que formateur PJJ, dans ce qu'on appelle le PDF, programme de formation régional équivalent à notre école nationale PJJ, Julien a raison, moi j'ai les mêmes problèmes. Voilà, donc elle est venue me soutenir, mais je me sentais bien seul face à mes collègues RLC. Par rapport à toutes justement, on revient sur nos différences de formation, des gens plutôt des RH, des gens plutôt du droit, et des gens comme moi qui surinterprètent la question de la neutralité sur les questions des sciences sociales. Voilà, je finis sur la question de l'alimentaire. Qu'est-ce que j'ai compris avec l'anthropologue? J'ai compris qu'on était entre l'identitaire, entre le cultuel, entre le culturel, parce que, vous le savez je pense, ou peut-être pas, la question du halal, contrairement à la question du kasher, c'est une labellisation qui n'est pas que cultuelle, elle est communautaire, au sens où ça peut être une labellisation alors j'ai pas les termes, mais de réseau de bouchers, je sais pas comment on appelle ça, excusez-moi, je vais paraître pas très intelligent, comment on appelle ça, de réseau agroalimentaire, pas confessionnel, justement communautaire. Et les labellisations peuvent être cultuelles. Je crois qu'il y a 3 grandes mosquées en France, dont celle de Lyon, qui peuvent labelliser le halal. Ce qui n'est pas le cas du kasher, qui doit être nécessairement labellisé. Je me le suis fait encore confirmer au centre culturel juif. Voilà. Je dois partir, je crois que j'ai dépassé mon temps. Et chose très intéressante, et je l'avais déjà dit, l'anthropologue nous a fait comprendre que le halal, pour les garçons, est une forme de protection identitaire quand ils se sentent complètement agressés, exactement comme le voile pour les jeunes filles. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous apporter, et de ce qui permet, moi, d'aller un peu plus loin que les indices que m'a donné Rachid Benzine sur quand le vestimentaire et l'alimentaire deviennent l'essentiel, au lieu de la question confessionnelle non radicale qui est le travail de la foi. Je vous remercie. Merci, merci Julien. Je pense que ce que vous avez développé, ça peut nous alimenter, si je puis dire, sur les réflexions déjà menées, sur la question du sens des pratiques. Ça fait un peu écho à ce qu'on a dit, à savoir que, bien sûr, il y a de l'expression religieuse en termes de prescription qui renvoie à une croyance, à un rite, etc. Mais il y a aussi d'autres significations, et là je reconnais bien le sociologue, à caractère social, dans le sens où les personnes qui mobilisent cette référence au sacré, elles le font dans une signification qui n'est pas forcément, j'ai envie de dire, visible à l'œil nu dans un premier temps, et qui n'est même pas forcément explicitée par les personnes. Donc je pense que c'est important que cet exemple-là nous ait été apporté, si je puis dire, dès le départ. Merci beaucoup, Julien. Désolé. J'attends vos questions et j'y répondrai. Alors, c'est effectivement un peu bref, mais en même temps, on va justement passer à une autre posture, une autre réponse institutionnelle, une autre personne, donc Baïja Ferrat, qui travaille dans une régie de quartier et qui va donc, je vous donne la parole, Baïja. Merci. Alors, je ne travaille pas dans la régie de quartier. Ah, je suis la présidente de la régie, quartier de Grenoble, qui est essentiellement Villeneuve, village olympique, ville et musée, mais qui agit et qui intervient sur d'autres territoires, qui sont des territoires comme Jouot, Malherbe, etc. Alors, juste pour dire un petit peu ce que c'est, rapidement, la régie de quartier, c'est une association de 1901. La régie de quartier de Grenoble a été créée en 1989, donc l'année prochaine on a 30 ans, et elle a été créée à l'initiative d'habitants de quartier de la Villeneuve et du village olympique. Elle a pour objectif premier l'amélioration du cadre de vie des habitants, et la régie tient à cette double identité qui est la fabrique du lien social
et un tremplin à l'insertion professionnelle pour les habitants du quartier. Nous avons 93 salariés qui sont passés en 2017. Donc 80% des salariés résident sur les territoires politiques de la ville et dans les quartiers populaires qui sont majoritairement des habitants de Villeneuve, village olympique, un petit peu de Tesser. Voilà. Plusieurs services, parce qu'on a une grosse régie, des services nettoyage, chantier maintenance, galerie encombrant, pôle développement durable, pôle médiation correspondant de nuit, pôle médiation associative et lien avec les habitants, bien sûr l'accompagnement des missions transversales, l'accompagnement à l'insertion professionnelle. On a une conserverie, une conciergerie qui sont des projets innovants qui sont en cours de réalisation et bien sûr une direction et un pôle administratif. Je le dis parce que, au fait, comme je vais vous faire part plutôt d'une petite expérience qui est vraiment à ses débuts au sein de la régie, c'est important d'avoir un petit peu ce visuel. Donc la régie de Grenoble aussi, c'est important, s'inscrit dans un réseau national qui s'appelle le CNRQ, qui est le comité national de liaison des régies, et on est 31 régies qui faisons partie de ce réseau. C'est important aussi de le dire parce que l'impulsion de la réflexion sur la question de la laïcité et cohésion sociale a été initiée par le CNRQ en mettant en place des formations sous forme de séminaires nationaux, un séminaire national et des séminaires régionaux, et auxquels nous on a participé en incitant des salariés et des salariés de divers services à aller participer. Ça s'est passé à Lyon, donc ils ont fait la formation au congrès. À partir de là, nous avons décidé sur Grenoble, localement, de réfléchir sur cette question, je le dirais comme ça, laïcité, sur la question de la gestion du fait religieux et comment on la rencontre en termes de... Elle impacterait nos relations professionnelles, ou elle amènerait des difficultés à gérer, ou elle poserait des questions, je mets tout au conditionnel, parce qu'on ne savait pas vraiment trop. Et donc, on a mis en place un groupe de salariés, donc ceux qui se sont formés, et des administrateurs pour un petit peu réfléchir à ces questions. Ceci dit, suite à la réflexion nationale et régionale, on était d'accord, une fois qu'on a fait le tour des concepts, laïcité, discrimination, faits religieux, etc., on était d'accord pour dire que pour les régies, on se positionne sur une laïcité inclusive et partagée, et qui nous permettrait d'accueillir et de gérer avec bienveillance la question de la diversité culturelle au sein des régies. Donc ça, on est d'accord, ok. Ce qui ne répond pas à nos questions, puisque, on le sait, nous sommes en perpétuelle interaction et relation interculturelle à l'interne et avec les habitants qu'on appellerait les habitants usagers. Et bien sûr, les donneurs d'ordre, parce que, juste rapidement, la régie, elle est, on dit toujours, faite par les habitants pour les habitants, parce que le conseil d'administration, c'est des habitants majoritaires, les salariés sont des salariés habitants majoritairement, et nos usagers sont les usagers habitants de nos propres territoires. Et les donneurs d'ordre, c'est les collectivités et les bailleurs sociaux. Donc l'état de nos questionnements. Donc on s'était dit, alors comment la régie peut-elle se situer par rapport à ce qui pourrait, ou ce qui est perçu, on va dire, une recrudescence du fait religieux dans l'espace public et dans la relation interne professionnelle. Pour poser cette question, on était obligé, au vu de notre identité, de la poser sous forme de plusieurs angles, on va dire, je vais le dire comme ça. On se la pose de la place de l'association que nous sommes, qui est une association d'éducation populaire et de développement de liens sociaux. Qu'est-ce qu'on fait de cette question-là, puisque on est dans une association d'éducation populaire, qu'on œuvre sur la question d'émancipation des personnes,
de la promotion des personnes, de la promotion de la question de la relation. Donc comment, en étant dans cette posture-là, comment on gère et comment on aborde cette question-là. Mais ce qui se complique, c'est qu'on est aussi employeur. Et on est une grosse entreprise, d'économie sociale et solidaire bien sûr, mais une entreprise quand même. Et donc comment tenir à bout de bras notre vocation d'accompagner à l'émancipation, à la promotion des personnes, à l'insertion professionnelle, et en même temps faire avec peut-être des comportements, des attitudes, des manifestations de repli qui se poseraient à l'interne de la régie. Et on est aussi prestataire de services et fournisseur de services aux habitants et aux donneurs d'ordre. Comment, sur ces questions-là de gestion du fait religieux de la laïcité, comment on se positionne en posant une question très très simple. Nous, à la régie, on a bien sûr des recrutements de femmes qui portent le voile. Donc on a d'ailleurs la personne qui s'occupe de la médiation associative et du lien social, elle porte le voile. Et bien sûr, dans les autres services, pour nous, ce n'est ni un critère de recrutement, ni d'une manière favorable, ni défavorable. Enfin, les personnes, on est plutôt sur la question de ce qu'ils peuvent apporter, et puis ce que la régie peut apporter dans les parcours d'insertion des personnes. Donc, la question qu'on s'est posée par rapport aux donneurs d'ordre, si jamais un bailleur ou une collectivité nous dit « bah oui, mais les personnes que vous mettez en activité chez nous, on n'aimerait pas qu'elles manifestent, qu'elles sont d'appartenance religieuse musulmane, donc par le port de voile ». C'est en chantier cette question. Comment nous, régie, on dit non, ou on dit ok, on négocie avec la personne. C'est une question, d'abord on serait parti pour dire eh ben non, on se fait notre charte et on la rediscute dans le partenariat et on voit comment on fait les passerelles. Ou est-ce que la chargée d'insertion dit oui, mais moi j'ai tendance aussi à préparer certaines femmes à pouvoir se projeter dans telle ou telle structure, etc., avec une négociation du port de voile. Donc c'est pas tranché, c'est en discussion, mais c'est une vraie question. Oui, alors la première remarque de nos échanges, c'est que sur la question de la laïcité, on se focalisait sur la question des religions et sur l'intrusion ou pas du fait religieux au sein de la régie, sur la difficulté qu'on aurait à gérer la question, la pratique de la religion, celle de l'entreprise. Est-ce qu'il y a-t-il un risque de prosélytisme? Au fait, rapidement, on a évacué ces questions, parce qu'à part quelques situations où quand on a recruté la médiatrice, il y a des habitants qui ont dit mais comment elle va être médiatrice, elle est à l'extérieur, elle anime les universités populaires et elle est voilée. Mais ils ont été vraiment très très peu à avoir réagi de cette manière, et ça ne nous a pas, nous, du tout posé question, mais à aucun moment. Donc voilà. Mais je peux noter que le conseil d'administration va quand même échanger autour du recrutement de la médiatrice, mais ne va jamais échanger autour du recrutement des femmes de ménage voilées. Ça, c'est à réfléchir. Donc, du coup, on est plutôt arrivé à tracer les contours de notre problématique interne, et je dirais qu'il y aurait quelque chose de l'ordre d'une frontière invisible qui s'exprime dans la bouche des salariés et qui porterait quelque chose, le nous et le eux. Voilà. Ça s'exprime à travers la non-participation aux temps conviviaux, partage de repas, quelque chose de l'ordre du non-concernement exprimé par certains salariés et très mal pris par d'autres. On assiste à une fracture entre salariés qui pourrait se prêter à une explication rapide et facile qui serait en lien avec les appartenances religieuses et culturelles. Au fait, on s'est rapidement recorrigé parce qu'on devait se poser la question de la laïcité par l'un de ses principes, qui est la question de l'égalité citoyenne et de la question de la relation. Ce qui repose la question des droits, de la reconnaissance, de la non-discrimination. Et au fait, dans la régie, ce n'est pas le fait religieux qui handicaperait les relations au sein de la régie, mais plutôt parfois des attitudes de crispation de part et d'autre,
sur des représentations qu'ont les uns des autres, et que l'enjeu pour nous, c'est plus le vivre en commun dans le cadre professionnel et dans le quartier, et d'initier des ponts entre les différents corps de métier de la régie, donner du sens commun et partager ensemble. Alors je le mets en lien direct, et ça c'est important que je puisse le dire, c'est comment partager, comment s'inscrire dans des postures de reconnaissance des différences culturelles, de la reconnaissance même des pratiques. Par exemple, le ramadan ou la fête de Noël. On a moins de difficultés à dire « Ah, bah, c'est bientôt les fêtes de Noël, etc. » Mais presque maintenant, on le dirait rapidement. Et on ne s'arrêtait pas sur « bon ramadan, bon Aïd, on fait quelque chose entre salariés. » Donc ça, on est plutôt dans dire « on peut l'exprimer, ça n'impacte en rien le travail effectué. » et je suis désolée. Hein. Oui, je sais. Je suis coupeuse de parole. Oui, mais je comprends. Alors, oui. Et alors, aussi, notre intérêt porte sur la question de la mémoire partagée autour du passé colonial et son impact sur les quartiers populaires, sur les discriminations ethniques et de résidence et leur poids sur les difficultés d'insertion professionnelle des quartiers, et dans la régie, une réflexion sur l'ethnicisation de certains métiers disqualifiés ou peu reconnus et qui sont souvent les plus pénibles et les plus risqués. Donc, pour m'arrêter, au fait, on a tenté une journée de rencontre, de débat avec l'ensemble des salariés et que c'était la question, c'est de pouvoir mélanger des espaces, des ateliers de travail, des plénières, un partage de repas pour pouvoir favoriser au fait plus la rencontre entre les professionnels à l'interne et permettre plus de liens avec ce qui se passe dans le quartier. Je fais vite parce qu'il y a plusieurs chantiers qui ont été ouverts. Mais je gère la frustration, je comprends. Oui, je suis désolée en plus. Non. Merci beaucoup, merci, parce que je trouve que ça montre bien aussi comment une porte d'entrée qui effectivement, si on s'y arrête, peut être finalement assez restreinte ou avec des choses récurrentes, dans le cadre de l'institution que vous représentez, finalement amène à la fois un questionnement de mise au travail qui tire vers, à la fois on garde la mission, l'éducation populaire, etc., et à la fois on ouvre les portes sur d'autres problématiques qui forcément sont en articulation avec tout ça. Merci beaucoup. Donc je vais donner la parole à Monsieur Monsieur Farid Saïdan du collectif Controverse. Ça va, j'ai bien dit. Oui. Alors voilà. Juste pour le collectif Controverse, il n'existe plus parce que ça fait 2 ans qu'il est dissous. Parce qu'il regroupait plusieurs associations, dans l'école de la paix, Quimperia, Amal et Contrevent, et maintenant essentiellement la plupart des activités sont portées par Quimperia. D'accord. Alors, je reste rapidement en fait ce sur quoi Quimperia et moi-même travaillent, parce que moi je ne travaille pas à Quimperia, je travaille avec Quimperia en tant que consultant extérieur, intervenant extérieur. On travaille essentiellement en fait sur la prévention primaire à la radicalisation. Parfois, en fait, de manière plus ponctuelle, on peut être sur du secondaire, sur des projets qui sont vraiment plus ponctuels. On travaille essentiellement en partenariat avec les collectivités territoriales, avec les institutions de l'État aussi, les universités et les centres de recherche et aussi les entreprises. Donc, plus dans le détail, en fait, au niveau des institutions de l'État, on a travaillé avec les services pénitentiaires de l'Isère, donc des interventions qui se sont faites au centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier sur de la prévention primaire. On a travaillé aussi dans les lycées, au lycée Mounier et le lycée des Eaux Claires, toujours sur de la prévention primaire auprès de classes de première. Concernant les collectivités territoriales, on est en train en ce moment de faire un partenariat avec Yves qui est ici, avec le conseil départemental pour des cycles courts de formation auprès des agents de collectivités territoriales, des agents de terrain, mais aussi des cadres de type assistante sociale, etc. Au niveau des universités, on travaille sur des projets européens, sur des projets, 2 principalement, un projet qui s'appelle Safran qui vient de se terminer au mois de mai et qui visait en fait à l'élaboration de contre-discours sur les réseaux sociaux. Donc on a travaillé avec des universitaires justement sur cette élaboration-là et sur de la recherche.
Un autre projet aussi qui est suivi par un des doctorants qui fait partie de notre équipe, qui s'appelle Practices, et qui est un peu dans la même veine du premier projet européen. Et enfin, avec des entreprises, on a collaboré avec une entreprise grenobloise qui s'appelle Viséo et une autre entreprise plus grande, Google, dans le projet, dans le Redirect, qui visait en fait à faire des entretiens avec des gens identifiés comme soit en voie de radicalisation, soit des gens qui étaient vus comme déradicalisés. Cadbaria, c'est un réseau, c'est pas qu'une association, donc il y a les salariés de Cadbaria, il y a la direction de Cadbaria, il y a les intervenants extérieurs dont je fais partie, il y a aussi un réseau plus vaste à laquelle on est très attaché, des doctorants, dont certains sont présents ici, mais aussi des professionnels de terrain. Je vais essayer de répondre directement aux deux questions sur le fond. Dans le cadre de notre travail, comment on fait nous pour essayer de distinguer de ce qui peut s'apparenter en fait à une radicalisation ou en fait un fait religieux. La première chose, je pense, qui est évidente pour tous, c'est le cadre de la loi. Ça c'est la première chose. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Il ne devrait pas. Là où se pose plus de problèmes, c'est là où il y a du vide juridique. Et donc, on s'en tient plus en fait à la pratique, soit des collectivités, soit des associations, soit des entreprises. Et c'est là qu'en fait, on fait apparaître une certaine subjectivité. On peut appeler ça aussi de la radicalisation perceptive. En gros, comment est-ce qu'on perçoit des signes de radicalité, finalement, qui ne le sont pas, sachant que moi, ce que je peux interpréter comme un signe de radicalisation, telle ou telle personne ne peut ne pas l'interpréter telle qu'elle. Donc on est sur ce débat-là, et par exemple, dans le cadre de nos formations, on sait que nous, on n'est pas très attachés en fait, à cette notion de signaux, parce qu'ils sont empreints d'une grande subjectivité, ils sont très malléables, et finalement, si on fige des signaux sur une grille de lecture qui soit figée, ça pose en fait un large problème en fait, de catégoriser et de rendre des signaux comme une science exacte, voire mathématique. Alors, mais le fait qui est de voir en fait cette perception des signaux de manière plus subjective, ça pose un autre problème, c'est toute l'appréciation qu'on porte dessus. Nous, on se dit tout autant il peut y avoir des signaux neutres, qui nous apparaissent neutres à nous, et qui vont paraître peut-être des signaux faibles, voire des signaux menaçants pour notre institution. Je peux prendre l'exemple de la croyance aux théories du complot. Pour nous, c'est un signal neutre. Quand on travaille. Quand il est pris isolément, c'est un signe neutre. Pourquoi ? Parce que de notre retour d'expérience, quand on discute avec des jeunes, même des moins jeunes, je peux vous assurer que 80, voire 90, voire plus, en fait, % d'entre eux pensent que oui, on nous ment, oui, il y a des conspirations, etc. etc. Donc cet exemple-là peut se mélanger parmi d'autres. Julien le disait sur le vestimentaire, c'est exactement aussi pareil. Donc, c'est pour ça qu'en fait, cette appréciation-là, en fait, elle est difficile, et d'autant plus s'ajoute à ça ce que nous, on pourrait appeler en fait des signaux de posture. Des signaux de posture, c'est pas des signaux, en fait, c'est pas des signaux qui disent quelque chose, mais c'est des signaux qui visent en fait à envoyer un message de posture. Vous avez des gens qui, par exemple, par leur manière d'être, leur manière de parler, leur manière de s'habiller, en fait, veulent essayer de démontrer une appartenance radicale à la religion, alors que dans les faits, ils sont plus dans la posture sociale, dans la posture même parfois narcissique, en fait, de vouloir montrer, exprimer quelque chose, de l'affichage, que d'une réalité dans la pratique. On le voit quand moi j'ai fait des entretiens avec des jeunes qui se prétendaient être assez durs dans la religion et qui faisaient l'entretien avec moi avec une clope au bec, quoi. Voyez, donc c'est en fait tout est l'enjeu sur la perception qu'on peut avoir des choses. Et nous, on est très attachés à ça parce que en fait, ça évite des ambiguïtés. Et puis en plus, il faut savoir aussi que toute la difficulté qu'a la loi en fait à se positionner, c'est que jusqu'à preuve du contraire, la pratique radicale de la religion, si elle ne mène pas en fait à la violence, n'est pas interdite en France. Enfin, je veux dire, il y a eu des politiques qui ont à un moment donné eu des velléités de vouloir faire interdire le salafisme en France. Enfin, je ne sais pas déjà comment on l'a fait. Et puis, bon courage. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a encore. Ça peut gêner moralement,
certains, mais je veux dire, entre la moralité et la loi, il y a des différences à faire. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme le rappelle constamment, la liberté de conscience ou la liberté d'expression, ça va jusqu'à ce qui peut heurter, voire inquiéter les opinions. Et ça, je veux dire, il faudrait le rappeler, parce que parfois on fait cet amalgame, et je pense que le vide juridique, il a du bon dos quand des collectivités, quand des entreprises en fait se servent de ça justement pour prendre des décisions qui n'ont aucun cadre juridique légal ou très ténu entre, vous avez d'une part des gens qui vont jouer en fait avec leurs pratiques. C'est vraiment à la lisière de la loi, ils jouent aussi avec la loi. On a des jeunes qui s'amusent à jouer avec la loi, comme vous disiez mademoiselle, en fait on crie des termes, on crie, enfin voilà, la posture aussi. Donc on joue avec la loi, mais tant que la loi en fait s'affirme pas, vous n'êtes pas encore dans l'illégalité. Pour la deuxième question, pour aller plus vite, comment nous, est-ce qu'on travaille sur le phénomène-là? En fait, ça va dépendre de où on se place. Soit on est dans un cadre collectif, comme avec des jeunes, donc on est sur de la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers de sensibilisation, on l'a déjà expliqué ici au niveau de ce qui se passe dans les lycées, c'est-à-dire que c'est des ateliers qui visent à sensibiliser contre le phénomène de radicalisation, mais qui ne sont pas centrés uniquement sur ça, c'est plutôt traiter toutes les thématiques qui sont périphériques à ça. Ça veut dire qu'on peut avoir des dizaines, voire plus d'ateliers où on va traiter des médias, des théories du complot, de la liberté d'expression, de la laïcité, sans prononcer une seule fois le mot radicalisation. Et je pense que c'est aussi l'enjeu de parler de ce qui est périphérique. Et c'est finalement les thèmes qu'on traite, ils peuvent être tout autant mis en fait en avant dans d'autres cas de rupture sociale, que ce soit pour la criminalité, la délinquance ou d'autres choses. Pour ce qui est de l'accompagnement plus individuel, on l'a fait en fait en prison, on l'a fait dans le cadre de projets européens. On a une espèce de retenue au sens où on peut dire ce qu'on fait, mais et c'est là qu'est la limite, c'est que nous en fait on a pris le postulat d'être discret sur le comment on le fait. C'est-à-dire qu'on pense qu'on sera plus efficace si on ne dit pas sauf les gens avec qui on travaille, avec qui on est partenaire, enfin, ça c'est assez clair, mais je veux dire, sur la manière dont on peut interagir en fait, avec des jeunes, on cherche cette discrétion-là pour que cette discrétion en fait, ne nous pénalise pas en fait, et ne nous fasse pas discrédit le fait de rendre public, le fait de diffuser, le fait de dire comment en fait, est-ce qu'on travaille, parce qu'on a vu des stratégies de communication, je vais taire le nom de certaines associations qui ont rendu leurs pratiques publiques, en fait, et ça leur a porté préjudice. Donc nous, en fait, on essaye d'avoir cette distance-là. On peut juste dire que voilà, sur les axes principaux sur lesquels on travaille, on est sur la valorisation des jeunes, sur la personnalisation des jeunes, sur du long terme. Et c'est à quoi en fait on est très attaché. Surtout la personnalisation, c'est-à-dire suivre les personnes, rester en contact permanent et être en fait un référent pour ces jeunes-là. Après sur le contenu, je ne peux pas forcément plus loin. Merci beaucoup, M. Seïdan. Je trouve que le propos là aussi nous alimente, parce que c'est bientôt le déjeuner, j'utilise beaucoup ce terme, j'exagère, mais apporte beaucoup d'éléments, je trouve, de nuances et de précision par rapport à une nécessité de déconstruire ce qui paraît à travers ce terme, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, ce qui peut figer un peu les choses. Il y a quand même dans ce que vous dites des éléments qui peuvent rejoindre aussi ce qui est travaillé dans tout autre contexte, notamment par rapport à ces thématiques périphériques dont vous parlez. Donc je ne vais pas en dire plus pour donner la parole à monsieur Stéphane Vial. C'est un petit peu rapide, mais justement, on va comme ça, on tient les timings, et vous avez quand même la possibilité de vous exprimer, j'espère, le plus précisément possible par rapport à vos objectifs. Monsieur Vial, je ne vous présente pas, vous vous présentez tout seul. Ouais, d'autant que je suis nouveau dans le paysage grenoblois. Ah, donc vous n'êtes pas connu. Donc Stéphane Vial, donc, je suis directeur du service de prévention spécialisé du CODAS depuis peu de temps et directeur de la maison des ados Sud-Isère.
Donc, je ne vais pas refaire l'explication de la prévention spécialisée, si ce n'est qu'elle est extrêmement impactée par ces questions-là depuis quelque temps, et notamment aujourd'hui, puisque nombre de services de prévention spécialisés, qui jusque-là, historiquement, était une compétence ASE uniquement dans le cadre du conseil départemental, aujourd'hui passe sur un processus de métropolisation et vient se situer un petit peu au carrefour des politiques publiques entre éducation, cohésion sociale et protection de l'enfance. Donc ça nous permet aussi de bouger nos lignes, et vous allez voir que c'est extrêmement important de le faire aujourd'hui. Alors, moi j'ai été un peu confronté à ces phénomènes de radicalisation, puisqu'auparavant j'étais dans le Vaucluse, toujours en prévention spécialisée, et qu'on a vécu 2014, et notamment les premiers départs en Syrie de jeunes qui étaient co-suivis par de nombreux acteurs, missions locales, nous-mêmes, la prévention spécialisée, et on n'a rien vu venir. Alors on s'est un peu mobilisés tous ensemble pour se dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, et j'ai donc eu la chance de participer à la création de la première CEPRAF, donc cellule départementale préfectorale de Vaucluse, et aux premières prises en charge de jeunes, je dirais en cours, dans lequel on avait une suspicion d'un processus d'embrigadement. Donc on a cumulé pas mal d'expériences là-dessus, ce qui nous a valu aussi l'honneur de pouvoir intégrer le comité d'experts de la Miviludes, sur lequel effectivement on a contribué à essayer d'y voir un peu plus clair dans la construction de cette politique publique. Et aujourd'hui, donc moi je suis formateur au CNLAPS, donc Comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée, qui est aussi une tête de réseau au niveau de la prévention de la radicalisation, notamment au niveau des ministères, et dans lequel on travaille un petit peu en permanence autour de la réflexion à la fois sur la prévention primaire, mais à la fois aussi sur l'accompagnement et le traitement des situations de jeunes en cours d'embrigadement. Voilà, alors moi ce que je voudrais dire très rapidement, c'est que je suis super mal à l'aise depuis ce matin, parce que je me sens tiré entre deux questions qui pour moi n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors je suis un peu direct quand je dis ça, mais pour moi effectivement la question de la radicalisation, je vais la définir autour de comment elle est définie au niveau des politiques d'État, et notamment en termes de politique de sûreté de l'État, c'est de la radicalisation violente. Ce qui me permet de mettre à côté toutes les formes de radicalité, y compris les nôtres, et de se concentrer sur cette question-là. Donc la question de la radicalisation violente, pour moi, elle relève pas de la psychiatrie, elle relève encore moins de la question religieuse. Voilà. Elle trouve sa cause effectivement dans un phénomène géopolitique, et elle renvoie à des questions qui sont des questions essentiellement d'adolescence et des questions identitaires. Il se trouve, et Farhad Khosrow-Khavar l'avait très bien dit, et je trouve que sa définition aujourd'hui a encore plus de sens qu'avant, c'est qu'on est véritablement dans quelque chose, où il y a une idéologie radicale qui mène au terrorisme, quel que soit l'objet qu'elle utilise. C'est-à-dire, il le dit bien, que ce soit un objet culturel, que ce soit un objet social, que ce soit un objet religieux. Or là, aujourd'hui, dans la radicalisation violente, pas de bol, effectivement, c'est un objet religieux. Sauf que ça n'a rien à voir avec l'islam. On est bien, effectivement, comme vous le disiez, sur la question de la théorie du complot, sous un processus d'embrigadement sectaire qui va détourner de son sens les valeurs d'une religion au profit d'une idéologie extrémiste. Donc pour moi, quand je parle de radicalisation violente, je ne parle pas de religion, je la regarde. Je la regarde pour comprendre comment les détournements de sens ils vont se construire, et comment effectivement on va répondre à des failles d'adolescents, comment effectivement on peut se demander comment tel ou tel ado va pouvoir être réceptible à ce type de discours. Voilà. Donc, pour terminer sur cette question de radicalisation, pour en parler pendant longtemps, la prévention spécialisée, qu'est-ce qu'elle vient faire au milieu de tout ça ? La prévention spécialisée, elle a été impactée immédiatement dans la mesure où, à partir du moment où on va essayer auprès d'un enfant mineur, je dirais de l'isoler, de détruire l'individu au profit du groupe, on est purement et simplement dans une question de protection de l'enfance, c'est une atteinte fondamentale au droit de l'enfant. Donc je pense que les politiques sociales ont leur place sur cette question-là. Et ce qui est véritablement un changement de paradigme, puisque ce sont deux cultures qui ne se connaissent pas, qui ne se reconnaissent pas, qui sont amenées à travailler ensemble, puisqu'aujourd'hui, la question des politiques sociales ont à voir de près avec la question de la lutte contre le terrorisme.
Et ça, c'est pas une mince affaire parce que ça vient percuter les cultures professionnelles. Effectivement, jusque-là, quand on évoquait la question de la protection de l'enfance ou de l'enfance en danger, je parle sous le contrôle du conseil départemental, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait qui on a en face de nous, on va repérer une situation, on va alerter, on va faire une information préoccupante, on sait qui y a derrière et on sait comment ça se termine, à peu près. On a les scénarios. Et en 2015, on vient nous dire, enfin 2014-2015, on vient nous dire, ok, ça c'est bien, mais là on est dans une politique de sûreté de l'État. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc vous allez faire la même chose, mais vous allez le faire au numéro vert. Et derrière le numéro vert, qui c'est qu'on a? On a l'UCLAC, les services de l'antiterrorisme, donc on peut présupposer que ce ne sont pas des travailleurs sociaux qui répondent, mais bien des flics, des réservistes. Bon, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est une équipe extraordinaire et que derrière, ils n'ont rien à envier d'une approche éducative ou pédagogique, ou voire même d'accompagnement psychologique, que le travail social. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a des chocs culturels qui sont bercés de confusion. Aujourd'hui, j'entends parler, même aujourd'hui encore, de petits dérapages comme ça, où j'entends parler encore de radicalisation islamiste, d'islam radical, de radicalisation religieuse. Non, moi je me situe bien sur la question de la radicalisation violente. Voilà. Donc la prévention spécialisée, elle a réagi à deux niveaux. Un peu comme vous, on est allé sur le champ de la prévention primaire en se posant la question, mais bon sang, comment on va pouvoir intégrer cette question de la radicalisation dans une prévention plus généraliste? Et on s'aperçoit que quand on travaille sur la question de la prévention de la radicalisation, encore une fois, on est sur des processus de rupture qui se construisent par étapes. Donc on peut avoir une lecture d'où on est le jeune dans son processus de rupture ou de processus d'embrigadement. Donc la question de la rupture et sur prévenir la rupture, nous les travailleurs sociaux, on sait à peu près tous faire. Voilà. Et derrière, sans aller sur la question du contre-discours, on a une arme redoutable qu'on oublie souvent et qui est pourtant au cœur de notre métier, qui s'appelle la relation éducative. On est bien d'accord. On est sur la relation éducative. Et c'est pour ça qu'on a proscrit d'ailleurs au comité d'experts de la Mivilude, à un moment donné, la question du terme déradicalisation. Voilà, on n'a rien à déradicaliser. Si on déradicalise, c'est-à-dire qu'on met une couche. Le principe de pouvoir travailler avec des jeunes qu'on accompagne, qui sont dans un processus, c'est quand même le retour au libre arbitre, le retour à la raison, et ça se fait dans le choc de la relation. Et ça se fait dans la rencontre, et ça se fait dans le moment. Donc à partir de là, on a construit à la fois du côté des actions généralistes. Alors sur cette question-là, on ne fait jamais tout seul. C'est-à-dire que c'est vraiment que ce qu'on constitue dans le traitement, l'accompagnement de ces jeunes-là, ou dans une action purement de prévention, il ne faut pas le faire seul, on le fait ensemble, on mobilise du partenariat, on crée du filet social, moi ce que j'appelle du filet social. Donc effectivement, on n'aborde pas la question de la toxicomanie par la porte d'entrée toxicomanie, donc on n'aborde pas la question de la radicalisation violente par la radicalisation. À nous d'être inventifs, on est sur des questions de rupture, il faut aller par là, il faut utiliser cette porte d'entrée-là. Et sur la question, je dirais, d'emprise, pour beaucoup sans jeu de mots, sur la question de l'accompagnement, la prévention spécialisée a très tôt été sollicitée par l'État dans sa capacité à agir par ses modalités d'intervention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien que nous, on n'ait pas de mandat nominatif, on a cette capacité à aller recueillir l'adhésion du jeune et à pouvoir le coller à la culotte à peu près 24 heures sur 24. Donc ça veut dire que derrière, on a fait les premières expérimentations où on nous a confié des jeunes. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations de prévention spécialisées qui ont dégagé des missions un peu spécifiques là-dessus, puisque c'est à la fois, ça utilise des fondamentaux de la prévention spécialisée, mais c'est pas de la prévention spécialisée. Donc on est là, et ce qu'on va faire, c'est qu'on nous demande de faire un petit pas de côté quand on est comme ça. C'est-à-dire qu'on nous dit, aujourd'hui, il faut travailler avec les renseignements territoriaux, il faut travailler avec les services de l'État, il faut se mettre en synergie avec des acteurs avec lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler. Et on s'aperçoit d'une grande richesse sur la question de l'efficience, puisque à la dernière cellule départementale dans Vaucluse où j'ai participé, c'est les renseignements territoriaux et la prévention spécialisée qu'on boycottait pour préserver effectivement une dimension éthique sur les accompagnements et notamment le rendu compte sur les accompagnements, ce qui pouvait être assez paradoxal. Voilà.
Et concernant l'accompagnement des jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la question de la relation éducative, l'évaluation est très importante. Hein, donc on va essayer de vivre avec eux, on va essayer, vous savez, on a des caractéristiques, même si ce n'est pas bien catégorisé, même en sociologie on catégorise si on n'avance pas. On a quand même des grands traits de caractère. On peut aller regarder, je suis d'accord sur les signaux. Hein, je crois qu'aujourd'hui, en plus Daesh est très fort sur brouiller les pistes. On est en plus dans des questions de stratégie de dissimulation quand on est avec des jeunes qui sont en voie d'embrigadement. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans la relation, dans la décontextualisation de la relation éducative, on peut voir plein de choses. Et il faut mettre à jour les failles des jeunes. Nous, les travailleurs sociaux, on a l'habitude, quand on a des jeunes avec lesquels on travaille, c'est de les renforcer, c'est pouvoir les armer, c'est de pouvoir les valoriser, c'est de pouvoir, etc. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de côté à faire sur la question des jeunes en voie d'embrigadement, c'est qu'il va falloir les déshabiller un peu. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre à jour les failles, et les failles, ça va être la porte d'entrée pour nous, au niveau de la relation éducative, pour pouvoir être véritablement dans une relation qui va permettre à un moment donné qu'il y ait un peu un déclic. Voilà pour ce qui est radicalisation. Alors sur le fait religieux, je ne suis pas expert. Mais on est un peu pour en dire un mot avant de terminer, oui. Hein, on est un peu perturbé, je dirais, les acteurs du travail social. C'est une question qui n'est pas nouvelle pour nous, dans le travail social. C'est une question qui renvoie à des aspects historiques du travail social, d'ailleurs, qui fait très embarras aujourd'hui. Parce que c'est une question où je pense on pensait qu'on avait fini avec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, la prise en compte du fait religieux, elle devient incontournable. Alors qu'on a mis du temps à s'affranchir de la dimension chrétienne dans les années 60. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand même, les assistantes sociales, c'était les bonnes sœurs, et les éducateurs spécialisés, c'était les curés. On a mis du temps à s'en affranchir. Hein, et ça revient questionner deux choses fondamentales, c'est-à-dire à la fois la question de la professionnalisation et à la fois la question de l'émancipation. Donc on nous remet un petit peu le nez dans le caca, nous les travailleurs sociaux, sur cette question-là, et alors qu'on s'est battu pour s'en affranchir. Sauf que, au-delà de tout ça, il va falloir que... Alors, je ne sais pas s'il y a de bonne d'entrée sur la question du fait religieux. Moi, je voudrais la dissocier de l'islam tout de suite, la question du fait religieux. J'en ai marre d'entendre parler de l'islam dans la radicalisation, etc. On ne se pose pas la question sur la question des courants orthodoxes qui ont explosion d'adeptes aujourd'hui, notamment l'Église évangélique. C'est assez impressionnant, on ne se pose pas la question. Par contre, on va focaliser sur l'islam. Merci les médias, encore une fois. Donc aujourd'hui, je pense que sur cette question-là, moi j'ai pas grand-chose à dire si ce n'est en parler. Voilà. C'est une question pour moi qui relève du vivre ensemble. On a parlé beaucoup du principe de laïcité. Le principe de laïcité, il s'applique à l'État, il ne s'applique pas à la société. Moi, je crois beaucoup au vivre ensemble. Je crois beaucoup aussi au principe de non-discrimination, qui est un principe jumeau auquel on parle peu. Aujourd'hui, les institutions du travail social, elles ont à relever un défi, c'est d'en parler. C'est comment le management est capable de reparler de cette question-là et de la remettre au travail. Aujourd'hui, moi, j'en suis là. Aujourd'hui, sur mes équipes, on va progressivement aller sur remettre les choses à plat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est des professionnels, on a du temps à se débarrasser de la question des grands frères, où il y avait une ambivalence comme ça autour, voilà, est-ce qu'il faut être à un moment donné musulman pour bien travailler avec une population maghrébine, est-ce qu'il faut être roumain pour travailler avec une population roumaine? Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comment le travail social il se positionne à un moment donné quand la pratique religieuse, elle empêche le vivre ensemble. Et ça, je pense qu'on va dans l'expérimentation parce que j'ai pas beaucoup de réponses et je crois que c'est une réflexion transversale qu'on se doit d'avoir. Merci beaucoup, Monsieur Village. Je ne ferai pas de commentaires parce qu'on est un peu pressé par le timing, mais je crois qu'on n'a pas forcément fait exprès dans l'articulation. Tu vois, il y a un enchaînement qui est tout à fait intéressant et merci beaucoup. Hein. Oui, donc Yves Bertuin, je suis chargé de mission citoyenneté au conseil départemental, attaché à la direction générale version famille, donc côté plutôt social. Donc je ne veux pas répondre à la première question parce que les deux derniers intervenants y ont bien répondu. Et en plus, au niveau du département, on a la chance de travailler à la fois avec le CNLAPS et à la fois avec Cap Berria. Donc voilà, je retiens les deux interventions.
Ce que je voulais juste témoigner sur cette question, c'est un constat qu'on fait auprès des agents de terrain, et encore cette semaine dans le Nord-Isère. Ce que nous disaient des agents de terrain qui ne sont pas des travailleurs sociaux, mais qui sont des agents d'accueil, des agents techniques, des gardiens, c'est l'impact qu'ils ont plutôt du côté du fait religieux que du côté de la radicalisation violente au quotidien. Et le constat, alors je ne sais pas s'il faut employer ce mot, mais d'une radicalisation religieuse quand même au quotidien, c'est-à-dire une montée en puissance du salafisme qui rend très difficile de vivre ensemble. Et un exemple, des agents d'accueil d'un centre social français d'origine maghrébine, des femmes, en l'occurrence musulmanes, non voilées, qui disent leurs difficultés au quotidien, se faire traiter de mécréantes par certains usagers, voilà, parce qu'elles sont musulmanes, mais elles ne sont pas dans les codes, parce qu'elles fument, parce que, etc., les codes de certains, et aussi de se voir ciblées, c'est leur mot, par leur employeur, parce qu'elles souhaitent bénéficier des fêtes religieuses musulmanes. C'est-à-dire que c'est la double peine. C'est-à-dire, on a honte de dire qu'on est musulmane. Voilà ce qu'elles nous ont dit. On était mardi matin ensemble avec Farid sur ces questions-là. Et c'est vrai que cette double peine, moi, ça m'a re-questionné, parce qu'en fait, la réalité qu'elles vivent, c'est ça, quoi. Et ça, pour le vivre ensemble, c'est très compliqué. Alors, très rapidement, plutôt sur qu'est-ce que le département met en place au niveau du territoire, et ce n'est pas le cas sur la métro, justement, c'est le cas dans le reste de l'Isère, au titre de notre compétence sur la protection de l'enfance et en fort lien avec les services de l'État. On a mis en place ce qu'on a appelé des formations-actions qui visent à créer des réseaux locaux de prévention de la radicalisation. On a choisi un opérateur qui est le CNLAPS, donc la prévention spécialisée au niveau national, avec des intervenants qui viennent de toute la France, c'est aussi ce qui est l'intérêt pour nous, et notamment la présidente du CNLAPS qui est directrice d'une association dans la Loire, qui intervient en Isère pour nous. Et donc dans 5 territoires de l'Isère, on a mis en place ces formations-actions. Ça consiste en quoi? Ça consiste en une demi-journée de sensibilisation pour tous les acteurs, c'est-à-dire pas uniquement les agents du département, mais tous les acteurs professionnels, des autres institutions, des associations, et on travaille là en fort partenariat avec la CAF, l'Éducation nationale, la PJJ. Et donc ces demi-journées, on a des interventions plus globales, notamment sur ce que c'est que la détection, le signalement, etc. Et puis on propose 3 journées de formation pour un groupe beaucoup plus restreint, sur là un peu plus, mais vous avez sûrement vous connaissez ces formations, la laïcité, les faits religieux, la radicalisation. Et au bout du 3e jour, l'objet c'est de créer un réseau local de prévention. Donc sur 4 des 5, ça s'est déjà fait. On a eu en général sur les 20 participants aux 3 journées entre 10 et 15 partenaires différents. Et aujourd'hui, ces réseaux, ils permettent aux professionnels de répondre à une grosse question qu'ils ont, ne pas rester seul avec mes doutes et avec mes questions face à des usagers qui me posent problème ou questions. Qu'est-ce que je fais? Avec qui j'en parle? Et on a beaucoup abordé ça aussi, vous l'avez redit ce matin, le besoin d'échanger ensemble, le besoin de réseau. Et donc, quelques exemples des premières actions des réseaux qui sont mis en place. Une journée technique sur le partage d'infos et le secret professionnel. Par exemple, parce que c'est une grosse question, c'est ce que tu disais, comment on travaille avec les renseignements territoriaux, avec la gendarmerie, et donc cette journée à Vienne, elle a permis à plus d'une centaine de professionnels, avec le procureur de la République de Vienne, parce que là on travaille aussi avec les services de la justice, et une spécialiste de ces questions, en l'occurrence c'était la directrice de l'EFTS, de venir échanger sur qu'est-ce que c'est, parce qu'aujourd'hui il y a besoin de travailler là-dessus, si on veut avancer ensemble, parce que moi aussi j'ai le même sentiment que toi, de dire on peut travailler bien ensemble si on se respecte et si chacun est bien dans sa place. Autre chose qui s'est mise en place avec ces réseaux, une instance qui réunit les partenaires autour de situations anonymisées. N'importe quel partenaire d'un territoire qui a, par exemple, une structure petite enfance d'une intercommunalité Nord-Isère qui a un gros souci avec une famille qui constate des choses complexes
etc., eh bien, elle amène cette situation dans une instance qui est animée par un cadre de l'aide sociale à l'enfance du département, avec le psychologue, avec d'autres partenaires locaux. Et on travaille autour de cette situation. Si un des partenaires souhaite signaler, faire un signalement, eh bien c'est dans la procédure de son institution qu'il le fait. Si c'est l'éducation nationale, on l'a vu, l'éducation nationale a une procédure de signalement, elle ne signale pas par le numéro vert. Au département, c'est pareil, on a une procédure de signalement qui est hiérarchique. On peut utiliser le numéro vert et on dit à nos travailleurs sociaux, utilisez le numéro vert pour les conseils techniques, parce que je suis d'accord qu'ils sont très performants, que c'est des gens intéressants, qui peuvent vous aider, surtout que vous pouvez complètement anonymiser l'appel, enfin en tout cas pour la personne que vous suivez. Mais par contre, le signalement ne se fait pas par le numéro vert dans les institutions, il se fait par une procédure et ensuite ça arrive pour le département à la cellule de recueil des infos préoccupantes systématiquement, que ce soit pour des mineurs ou des majeurs, et ensuite à la préfecture, et on siège, nous, à la cellule préfectorale. Autre exemple de choses qui sont mises en place avec ces réseaux, des demi-journées de formation échange de pratiques autour des questions. Donc voilà, et là, on travaille de façon expérimentale avec Caberia sur ça, parce qu'on veut quelque chose de très opérationnel, plutôt dans des démarches participatives avec les agents, et là, on sent un fort besoin d'échange de pratiques, que ce soit chez les travailleurs sociaux ou aussi chez les agents de terrain, ce qu'on appelle les agents de terrain, dont j'ai parlé quelque chose tout à l'heure. Aussi des plaquettes, ils ont envie d'avoir des supports parfois qu'ils font eux-mêmes. Bon. Donc pour vous dire voilà ce qui se met en place, la question qui me reste, il y a deux questions. Aujourd'hui on a des demandes des élus locaux qui ont les mêmes demandes. Aujourd'hui on a fermé les portes, on travaille que sur les techniciens. Mais les élus locaux, ils ont envie de la même chose. Et là, il faut qu'on en discute avec les services de l'État, parce que et c'est là aussi la réunion du 13 septembre qui va se passer ici. Et puis, deuxième question, qu'est-ce qu'on structure sur la métro? Enfin, moi, j'ai quand même des questions. Qui va piloter le CLSPD, CLSPD, la politique de la ville, comment on travaille, quand même qu'on ne reste pas qu'à cette dimension de séminaire de réflexion. Voilà, pour conclure. Merci beaucoup. C'est remarquable, hein, cette tenue de timing, c'est vrai. Et au-delà de ça, cette complémentarité dans les propos, et je trouve qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui vont nous permettre d'approfondir, d'aller un peu plus loin. Et merci beaucoup à tous.